Il paraît que t'as des propos intolérables. Oui, y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. N'oublie pas d'être un bon petit garçon. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de couture. Salut à tous, c'est Luc Loyonec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent et futur. Dans cette deuxième partie de l'émission 46, on va se concentrer sur Rogue One, Star Wars Story de Gareth Edwards, toujours en compagnie de Vivien, Pezzo, David, JB et notre invité Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Rogue One sera-t-il mieux classé que Pulp Fiction ou High School Musical? C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans Retour vers le Turfu numéro 46, partie 2. C'est parti. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Rogue One, Star Wars Story, titre québécois, un Star Wars sans sabre laser, mais presque. Réalisé par Gareth Edwards, production, on retrouve la Walt Disney Studio Motion Pictures et Lucasfilm. Au casting, nous avons, attention, Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, et je crois qu'il y a Donnie Yen, il y a également Rhys Ahmed, et le mec qui est dans Tucker and Dale, qui joue le robot. Alan Tudyk. Alan Tudyk, exactement. JB, que raconte ce magnifique film? Eh bien, il raconte pas mal de choses et pas grand-chose en même temps. Non, petit résumé. Bon, Galen Erso, un ingénieur de renom, s'étant retiré à la campagne, se voit enlevé par un escadron de l'Empire afin qu'il aide à la construction de l'étoile de la mort, ce fameux vaisseau gigantesque. Sa femme ayant été tuée lors de l'enlèvement, Jean, sa fille, ayant réussi à se cacher, est alors seule rescapée. C'est So, un ami de la famille opposant à l'Empire, qui s'occupera d'elle jusqu'à ce qu'elle se fasse capturer par l'Empire et libérée par Cassian Andor, de l'Alliance Rebelle. Galen fait alors parvenir un message à So, lui indiquant qu'il a placé une faille dans le système de l'étoile de la mort, permettant de la détruire. So Guerrera, étant senti comme trop radical, Jean est donc chargé par Mon Mothma, donc la dirigeante de l'Alliance Rebelle. Le Philippe Martinez du film. So Guerrera, c'est un petit peu le Mélenchon de l'Alliance Rebelle, quoi. C'est un gros. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pose ça là, vous faites la loi, c'est moi, quoi. Oui, donc je disais, Mon Mothma, c'est la dirigeante de l'Alliance Rebelle, et qui a la charge de récupérer donc le message et de retrouver son père, qui doit secrètement être tué par le capitaine Andor. Une fois arrivés sur Jedha, ils font la connaissance de Chirrut Imwe, guerrier malvoyant. Alors Chirrut Imwe. Guerrier malvoyant, contrôlant plus ou moins bien la force, et son ami Baze Malbus, une sorte de protecteur. Il s'y retrouve So, qui détient Body Rook, un pilote de l'Empire en désertion, envoyé par Galen pour transmettre le message expliquant comment faire péter l'étoile de la mort. Mais voilà, les méchants qui sont très très méchants décident alors de tester le laser de l'étoile de la mort sur Jedha, pour le fun. Au moment de l'explosion, Jean et certains de ses acolytes réussissent à fuir. Leur mission sera donc de trouver et de transmettre les plans de l'étoile de la mort afin de mettre en œuvre le plan de son père. Les rebelles vont-ils réussir à la détruire? Spoiler, on n'est pas censé le savoir, mais oui. Parce que le résumé alternatif, c'est juste que c'est ce qui se passe dans le résumé déroulant pré-épisode 4. Quoi. Ouais, voilà. C'est juste ça. En gros, film. Ce film a coûté 200 millions de dollars quand même, pour une recette de 1,49 milliard. Ouais, pour remettre un petit peu dans le contexte et comment il a été accueilli par les professionnels, il a été nommé aux Oscars 2017 pour meilleur effet visuel et meilleur mixage sonore. Il ne les a pas eu. Le meilleur effet visuel a été donné au Livre de la jungle de Jon Favreau. C'est moche. Alors c'est moche, mais technologiquement, ça c'est pète mieux. du cul.
Meilleur mixage sonore, ça a été donné à Tu ne tueras point de Mel Gibson. Exactement. Mel Gibson, qui est le même réalisateur qui a le pire film de RVLT de tous les temps. Hayden Christensen. Tu ne tueras point. Il est dedans ? Ouais. Ah putain, j'ai oublié. J'ai vu le film et je l'ai trouvé bien, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait Hayden Il Christensen. manquerait plus qu'il y ait Jared Leto dedans, et puis ça y est, on a les Il y a Jared Leto. Il joue à mort. Pour nuancer il a été nommé aux Oscars, il a été soumis par Disney. Hein. C'est comme ça que ça marche, les Oscars. Hein. Oui. Et puis c'est passé. Oui. Mais laisse l'illusion, s'il te plaît. On est Disney, on vous donne ce film. Attention. On est Disney, on vous le rappelle. Nous avons 19 films cette année, on a décidé de faire jouer celui-là. Et meilleur film de cette année qui a été, alors c'était au départ La La Land, et puis après ils ont dit, alors, c'est Moonlight. De Barry Jenkins. Ouais, c'est cette année-là où c'est, comment il s'appelle le mec qui a joué dans... Ryan Gosling. Non, le mec qui fait l'erreur, c'est le Warren Beatty. Et il y a un mec pour déconner qui avait dit putain, ça va être Suicide Squad. Bah, il a eu le meilleur costume. Suicide Squad. Il a eu un Oscar. Pour le Joker. Malheureusement, Suicide Squad a eu un Oscar. Meilleure production ninja ou c'est le costume? C'est costume et maquillage. Ah, putain. Tous les pros univers d'ici, version Zack Snyder et David Ayer, David fuck Marvel Ayer, sont là. Non mais il a eu un Oscar. Mais ferme ta gueule. Il y avait plutôt une bonne réception de côté presse. Il y a Caroline Villet du site 20 minutes qui nous dit que Rogue One révolutionne la saga avec son aspect guérilla dans un univers poisseux. Simon Rio du site Écran Large dit que Rogue One s'impose comme l'opus le plus spectaculaire de la saga, mais également le seul à égaler l'Empire contre-attaque en termes de dramaturgie. Ok, Simon. On a quand même quelques sceptiques dans le lot quand même, heureusement. Thomas Sautinel, alors lui je l'aime bien, qui est écrit sur Le Monde. Les concepteurs du film ont forcé la dose d'ingrédients propre à induire la dépression chez les spectateurs. C'est le mec, tu sais, genre, ce film pousse au suicide, il faut le savoir. Attention, il ne faut pas regarder. Et Vincent Maloza, des Cahiers du cinéma, qui lui arrive avec ses putains de sabots, une petite space opérette dénuée de toute émotion et réduite à la plus sommaire expression. Oh. Attention, c'est pas fini, avec en guise d'apothéose burlesque, un coucou tardif de Dark Vador digne du Star Crash de Luigi Gossi. D'accord. Ah, mais qu'ils aillent voir des Godards et puis qu'ils fassent pas chier au Cahiers du ciné. Non mais pire. Ce mec-là, il doit se branler en s'écoutant parler, je pense. Ah non mais de ouf. Le mec il est là, j'utilise plein de mots compliqués. Alors bon, voilà. Juste pour vraiment vraiment montrer que je suis au-dessus. Ça a toujours été comme ça, Cahiers du cinéma. Oui, les Cahiers du cinéma, enfin quand ils disent space opérette, il y a Godard dedans. De toute façon, déjà de base, c'est réducteur. Et je te dis, Godard, il bossait là-bas, mec. Ouais, oui, mais c'est le Godard du premier temps. Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, c'est de la nouvelle vague. À l'époque, ils étaient vraiment, enfin même Chabrol post-Cahiers du cinéma, il était ultra légitime. Chabrol, il a fait des chefs-d'œuvre même après les Cahiers du cinéma. Mais eux, ils font pas de films, c'est ça le truc en fait. Mais voilà, eux ne font plus de films. Et ils n'en ont jamais fait, ils n'en feront jamais. Quoi. Pour raconter un peu l'histoire dans l'histoire, l'idée originale de Rogue One provient de John Knoll, un des chargés des effets spéciaux des films Star Wars depuis le début de la franchise. Il avait potassé une idée pour un spin-off depuis les années 90 au départ pour George Lucas afin de développer une série TV. C'est suite au rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 que l'idée d'un film faisant le lien entre Star Wars 3 La Revanche des Sith et le 4e Un Nouvel Espoir intéresse les exécutifs de chez Disney. Ça les intéresse parce qu'ils souhaitaient exploiter la licence Star Wars en bombardant le marché des blockbusters avec une nouvelle trilogie et des spin-offs pour proposer au moins un film par an. Pour gérer ce plan d'enfer, ils mettent en place à la tête de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Alors Kathleen Kennedy, c'est une productrice de films très respectée à Hollywood. Elle a bossé pendant une trentaine d'années, notamment avec Spielberg, Eastwood, Shyamalan, Joe Dante, et c'est même elle qui a produit ton film préféré, JB. Devine lequel? Camping 2. Camping 2. Elle a appelé Franck Dubosc et tout, personnellement. Non, un film américain. Terminator? Non. Daylight? Indiana Jones? Américain. Alors, Daylight, vous êtes pas loin. Twister. Elle a produit Twister de John DeBont. Alors, on sait que le plan Star Wars de Disney a eu plusieurs remous, plusieurs réalisateurs qui ont été prédestinés, puis en fait non, puis en fait si, puis à la fin on va vire. Notamment sur le cas des spin-offs avec Star Wars Story, qui sont annulés suite à l'échec du film Solo de Ron Howard, qui devait être à la base réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Donc Chris Miller et Phil Lord, eux, ils ont fait en fait Tempête de boulettes gélantes, Lego The Movie, 21 Jump Street, le scénar de Spider-Man Into the Spider-Verse, et également c'est eux qui ont écrit les premiers épisodes de Brooklyn Nine-Nine. Et ils pensaient vraiment que ça allait faire un bon film. Largement, oui. Attention, un meilleur film que... Lord et Miller, c'est pas des branleurs. Hein. Attends, t'as entendu ce qu'il vient de citer là? Brooklyn Nine-Nine, Lego The Movie, il y a eu quoi, 21 Jump Street? C'est eux qui ont fait ça aussi. Ça aurait fait un meilleur film que celui de Ron Howard. Et c'est eux le scénar de Spider-Man Into the Spider-Verse. On parle de Han Solo, on parle pas de, tu vois, c'est pas un film Obi-Wan qu'ils allaient sortir, tu vois. C'est un film sur un solo, quoi. Ça aurait été super cool. Ouais. Ça aurait été super bien. Vrai. À la place, ils ont sorti Ron Howard, le film. Alors voilà, je reviens, c'est qu'en fait, ils ont été malheureusement tèges à la fin du tournage parce que le film ne convenait pas à la production, c'était trop lol pour eux, en fait. Mais la seconde version de Ron Howard qui plut à la prod,
ne convenait pas du tout au public. Après, je parle pas des différentes chaises musicales sur le 7, 8, 9 et le merdier qui s'ensuit entre J.J. Abrams, Rian Johnson et Colin Trevorrow, à qui l'on doit on a eu chaud quand même. Jurassic World et c'est pas J.J. Abrams qui a fait le 9 non, je vais te dire, laisse-moi finir. Ça aurait dû être Colin Trevorrow. Voilà, ce dernier se fait virer du 9 parce que le script ne convenait pas à Kathleen Kennedy. Merci mon Dieu. Rogue One ne sera pas non plus épargné dans la malédiction de ce plan Star Wars. À la base, Lucasfilm, Disney et Kathleen Kennedy étaient en confiance totale. Kathleen confie le scénario à Chris Weitz, scénariste et réalisateur d'American Pie, La Famille Folding, Twilight 2 et À la Croisée des mondes. Là, vous pouvez gueuler. Ouais. C'est l'exact némésis du truc d'avant, tu vois. Ouais, c'est là on peut si se on dire. prenait tout ce qui était caca. Non, mais après, il y a la jurisprudence, il y a la jurisprudence, Craig Mazin, le mec qui a réalisé Tchernobyl, qui est normalement un mec qui fait que des scénarios de merde pour la comédie, quoi. Avec ça, déjà, tu vois, mais bon, Chris Weitz, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, finalement? Hein, plein de trucs. la BO du film est composée par Alexandre Desplat, à qui on doit notamment la musique des 2 derniers Harry Potter, Le Discours d'un roi, Argo et quelques films de Wes Anderson, dont The Grand Budapest Hotel et Fantastic Mr. Fox. La réalisation est confiée au Britannique Gareth Edwards, qui se fait connaître à Hollywood avec son film Monsters en 2010 et Godzilla en 2014, qui est pas mal non plus. L'idée première du film est de suivre un groupe de résistants à l'Empire qui ont comme mission de récupérer des plans d'une arme secrète des méchants avec une vraie structure narrative typée film de braquage, avec très peu d'éléments faisant référence à l'étoile de la mort, et sans un putain de sabre laser. Retenez bien cet élément. Avec une empreinte de film de guerre d'ailleurs, Gareth Edwards s'inspire de plusieurs longs métrages pour la mise en scène de Rogue One, dont Il faut sauver Soldat Ryan, Zero Dark Thirty et La chute du Faucon Noir. D'ailleurs, La chute du Faucon Noir qui inspire aussi les jeux vidéo, dont Modern Warfare. La production du film se passe sans trop de problèmes, on fiche la paix à Gareth Edwards sur le tournage tranquillement. Sans que le film soit fini dans la salle de montage, on diffuse un trailer en avril 2016, en utilisant quelques scènes cool, même toutes les scènes cool, pour montrer qu'il y aura effectivement de l'action épique, notamment sur une plage qui marque beaucoup de monde. Retenez bien cet élément. Arrivé en juin 2016, retenez bien ce trailer. Voilà, retenez bien ce trailer. On montre le résultat final aux exécutifs en juin 2016, donc 6 mois avant la sortie du film, et c'est la merde. Personne peut blairer le film. Alors, c'est un truc qu'on sait pas pourquoi, parce que personne n'a vu cette putain de version. Alors, retenez bien qu'à partir de maintenant, ce ne sont que des suppositions. Rien n'est confirmé officiellement, mais il y a beaucoup de sources qui rejoignent ce qui va être dit. Le film ne plaît pas du tout à la production, jugé beaucoup trop chiant et trop long sur la fin. Lucasfilm appelle le mec qui a scénarisé la trilogie Jason Bourne, Tony Gilroy, en tant que script doctor et également réalisateur, durant l'été 2016, soit 6 mois avant la sortie du film, pour remanier le scénario de Chris Weitz, notamment le final, le fameux saut 3e acto, qui va être remanié dans sa totalité. Normalement, la scène de fin dure une bonne heure où le groupe Rogue One traverse toute une plage en pleine bataille, comme dans la bande-annonce finalement, pour aller vers la tour où les plans sont présents, alors que dans la version finale de Gilroy, ils arrivent directement à côté de la tour, ils stationnent, en fait, ils restent tous stationnés dans le parking, en fait, et ils font infiltrer les gars, et eux, ils font la guerre sur le parking. La première version du film également devait montrer que très peu Dark Vador, même pas du tout, en fait, alors que Gilroy décide d'en implanter davantage de moments avec, il y a des moments avec lui, notamment avec, il en a pas mis des masses non plus. Il a mis je suis trop fort, j'utilise la force, et il y a aussi la scène la meilleure du film pour certains, où il pète littéralement la gueule avec son sabre une dizaine de rebelles. Gilroy remanie aussi le ton du film. Au lieu de faire un film de guerre saupoudré de braquage, il décide de rendre Rogue One plus dans le ton d'une mission suicide, où la mort semble être la seule issue de secours. Il n'a pas changé que ça, hein, mais on sera jamais réellement en fait qu'est-ce que la patte Gilroy, qu'est-ce que la patte Edwards dans ce film. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça a fait chier le compositeur Alexandre Desplat, dont on a carrément demandé de recomposer certains titres et d'en composer d'autres, parce que la soundtrack ne collait plus du tout au film, ce qu'il rétorqua PTDR. Alors Desplat quitte Rogue One pour partir travailler sur le film Valerian de Luc Besson, laissant Disney en plan 1 mois avant la sortie du film. Il va être remplacé en urgence par Michael Giacchino, qui a été conseillé par J.J. Abrams, qui va reprendre les travaux de Desplat et reprendre quelques brouillons de John Williams pour se démerder à tout boucler avant la sortie du film.
Non, mais en vrai, pour un truc fait en un mois, c'est bien. Ouais, franchement. Oui, moi je le fais pas. Si tu veux, il y a les travaux, il y avait les travaux déjà d'Alexandre Desplat qui étaient bien avancés, si tu veux. Donc lui, bon, il avait juste à essayer de. Enfin, Jul, en 2 semaines, il fait 4 albums. Hein. Et ça a une autre gueule que ça. Hein. Ah, c'est plus mieux, moi je dirais. Alors, avant de rentrer en détail de ce que vous avez pensé du film, je voudrais revenir avec vous sur un point qui m'avait choqué quand je l'avais vu en salle. L'acteur qui joue Grand Moff Tarkin dans la première trilogie, Peter Cushing, est décédé en 94. Et pour prendre le rôle, ils ont décidé de le recréer numériquement et ça se voit. C'est la merde. C'était pas ouf. Ils ont à peu près utilisé le même procédé que dans Tron Legacy avec Jeff Bridges. Là, dans Rogue One, en fait, c'est l'acteur Guy Henry. Alors, à l'américaine, Guy Henry, qui joue Tarkin sur le plateau, avec des points sur la gueule et 4 petites caméras qui filment ses expressions dans les moindres détails. Puis l'équipe des effets spéciaux d'ILM s'occupe de grosso modo recalquer le visage synthétique de Peter Cushing. En fait, ils refont le visage, la tête de Peter Cushing en 3D avec tous les effets d'éclairage. Enfin, ils mettent tout le moteur, les moteurs physiques, les moteurs comme ça pour que tout l'éclairage soit calculé en avance. Ils décident en fait de le recalquer en fait sur Guy Henry. Je voulais savoir avec vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de surcroît? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette démarche de jouer les nécrophages avec des acteurs qui sont décédés en fait finalement? C'est une question rhétorique, ça. Tu sais très bien ce qu'on va dire. Non, mais déjà, on est d'accord, c'est pas super réussi. Mais en fait, c'est pas super réussi, mais en même temps, attends. Parce que le truc, c'est que ça a été fait quand même non pas par des brels, hein. Les mecs, juste avant de faire Rogue One, ils avaient bossé sur Warcraft. C'est eux qui avaient fait les orques. C'était super Et les orques, en fait, qui sont des acteurs, hein, et après, ils leur remodélisent leur visage. Et il y a aussi, ils ont fait, alors, le film est peut-être pas terrible, c'est les Tortues Ninja. Mais grave de la merde. Mais les animations des tortues, qui sont des acteurs, en fait, l'animation des tortues, même s'ils sont moches, au niveau de la DA, c'est vrai qu'ils sont pas terribles, mais au niveau des animations, les mecs se sont cassés le cul, quoi. Non, mais tu parles de personnages qui sont pas humains, et là, ça. Voilà. Ouais, et là, ça. mais là, en fait, si tu veux, c'est là où on arrive dans tout le problème dans tout le problème de la reconstitution, en fait, d'un être humain en 3D, c'est que, en fait, je trouve que, moi, perso, hein, je trouve que c'est pourri, certes, mais les animations sont bonnes. Sauf qu'en fait, moi, je pense que c'est plus un problème de texturing. Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop, luisant et beaucoup trop D'ailleurs, je me suis jamais posé la question, mais dans The Social Network en 2010, ils le font et ils dédoublent un personnage. Ouais. Mais je crois que j'ai l'impression il y a 2 acteurs. Oui. Ils font quoi? Et ils copient sa tête sur un autre, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais enfin, je pense qu'après, c'est ce qui est moins compliqué. Les jumeaux sont pas des jumeaux. Les jumeaux, tic et tac. Mais ce qui est moins compliqué en fait, c'est que je pense que vu que l'acteur n'a pas besoin d'être soit revieilli, soit un truc comme ça, je pense qu'en fait, il lui demande. En fait, je pense très sincèrement qu'en fait, il lui demande déjà de faire le premier set. De jouer un personnage, on va dire le personnage vert, ils vont refaire encore la scène, il va jouer le personnage rouge. Et en fait, je pense qu'en fait, à chaque fois, en fait, eux, ils vont recalquer après, ils vont se démerder pour que, en fait, les deux soient le même acteur, quoi. Mais après, je pense que c'est beaucoup plus simple de faire ça que effectivement recréer un acteur mort en plus qui plus est, quoi, et reprendre ses performances à la con, quoi, de 30-40. Moi en fait je l'aurais pas fait comme ça. Tu sais, il y a à chaque fois okay. Allez, donnez-moi 2 milliards de dollars parce que je sais pas faire. Non, les gars, moi je te prends 3DS Max. Je pense qu'ils auraient mieux fait de intégrer Moff Tarkin que à travers ses hologrammes. C'est moi ce que j'aurais fait encore plus. En fait, limite, on s'en bat les couilles. Guy Henry, il ressemble déjà un peu à Tarkin. Limite, il l'aurait un peu maquillé. Mais on s'en battait les couilles, quoi. On s'en branle. Ils auraient dû prendre des acteurs qui ressemblent. Ouais, c'est ça. Là, puis ça pose une question morale et éthique. Morale. Ouais, éthique, ouais. C'est le mec est mort, quoi. Ouais. Est-ce qu'il aurait kiffé faire le film? Mais voilà. Tu vois, c'est comme si tu ressortais Alec McGuinness de rejouer en fait Obi-Wan alors qu'il est mort. Mais le truc, c'est que d'accord. Et le mec, il a détesté jouer dans Star Wars, quoi. Il a détesté faire Obi-Wan dans les 3 premiers films. Et tu imagines, tu fais un film un jour sur la période, cette période-là, en fait, de Star Wars. Pré-4. Ouais. Et bah déjà, tu vas avoir une série Obi-Wan avec Ewan McGregor. C'est sûr qu'à un moment, ils vont nous caser du Alec McGuinness pour quelque chose sur la fin, tu vois. En fait, ils ont des autorisations, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont utilisé des rushs de l'époque, je crois, pour leur produire, entre autres. Ouais, parce qu'à mon avis, il doit pas y avoir vraiment de législation. En fait, ils doivent utiliser des images qui doivent leur appartenir. Et puis, c'est pour justement la chef des rebelles, là, Matmata. Viens faire un toit, là, Là, ils ont pris, une actrice. Qui ressemblait justement à l'actrice il y a 30 ans, quoi. Ouais, mais en fait, c'est la même que dans l'épisode 3 qu'ils ont. Peter Cushing, c'est pas le plus gênant, hein. Non, c'est Leia. Dans l'histoire, c'est encore plus gênant. Leila, pareil, ils avaient pas besoin de la mettre. Leila. On s'en fout. Tu vas nous sortir Yann Solo tout à l'heure, ça va pas le faire. Est-ce qu'on dit moi je dis Matmata, moi? Est-ce qu'on dit David Lynch? Vous êtes tatillon. Les gars, c'est Star Wars, quoi. Non, mais tu voulais dire quoi? C'est Twin Peaks. Excuse-moi, tu m'avais fait le cahier du cinéma. Ça y est.
Space opérette, là. Mais au moins, Carrie Fisher était pas morte encore à l'époque. C'est quand elle a vu le film, elle a fait oh putain, c'est bon, je suis comme ça. Je crois qu'elle a décédé. T'avais pas besoin de la mettre, en fait. Juste, ils auraient dû couper en la voyant de dos et c'est tout. C'est ça. Et c'était encore plus évocateur à la limite. Et la puissance de l'évocation était encore plus importante que de la voir avec une espèce de tête rafraîchie comme celle qu'a Samuel L. Jackson dans Captain Marvel. Quoi. Et qui est super réussi. Et qui est mieux parce qu'il y a un petit gap entre. C'est pas la même année. Il y a un gap technologique d'écart. On est d'accord. Mais je pense qu'en fait, il y avait la volonté de montrer l'avancée technique, même si c'était pas fini. C'est pour se la péter, je pense. Ouais, mais le lien dans l'histoire, d'un point de vue scénaristique pour et de puissance, pour Tarkin, il y a une logique puisque de notre point de vue, c'était lui qui avait le chef de le contrôle de l'Étoile Noire. Du coup, ça nous explique comment il le prend et dans sa relation avec Rennick. C'est assez logique que ça soit du face à face, tu vois, pour la tension entre les persos. Ça aurait été via hologramme, le pauvre Ben Mendelsohn, il aurait rien eu à faire. D'accord avec toi, hein, ça aurait été, il y aurait eu un truc, un gap qui aurait pas passé quoi. Mais bon, après c'est vrai que c'était vraiment pour se la péter et peut-être finalement que c'était pas encore au point, mais bon après ça reste impressionnant moi je trouve vraiment sur les animations, je trouve ça assez dingue. Et il y avait un film qui est en préparation. Ça s'appelle Finding Jack et il se déroule dans la guerre du Vietnam, ce film, et ils ont prévu en fait d'utiliser la même techno pour faire jouer James Dean dans le film, qui est décédé en 1955. Ça commence à être malsain un peu. Ouais, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné t'as un bon acteur qui rapporte des thunes sur chacun de ses films, les mecs ils vont arrêter de prendre des nouveaux acteurs, ils vont juste remettre les anciens et ils cachent dessus en fait. Ouais, non, mais sans déconner, c'est flippant. Mais il pourrait te pomper des films d'action à l'infini avec des Stallone jeunes. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on Bruce Willis, mec. On va se taper 50 ans de Christian Clavier, quoi. Oh putain! Stoppez ça tout de suite. Mais à la rigueur, pour des acteurs qui sont encore vivants ou qui donnent leur autorisation maintenant pour des franchises, quoi. On en parlait, je crois que c'était dans Actionnaire sur Indiana Jones où éventuellement, plutôt que de faire un Indiana Jones tout pourri avec Indiana Jones vieux, en 5, ils auraient pu faire un Indiana Jones dans la continuité des 3 premiers avec un Harrison Ford dans cette technologie-là, tu vois. Et ça aurait pu donner ça pourrait donner quelque chose où Harrison Ford là, c'est clairement comme Captain Marvel, quoi. C'est le personnage qui est revenu. Rien n'empêche aussi de renouveler la série en mettant un enfant, un proche. Ils ont fait ça, ça s'appelle une série aussi, The Young Indiana Jones. Ouais. Sauf que non mais alors rien n'empêche de bien le faire. Avant, tu vois, quand ça existait pas, l'acteur était claqué, on trouvait d'autres choses, tu vois. Et pourquoi aujourd'hui on se ferait plus chier à trouver d'autres choses? Et en fait, le fait de trouver d'autres choses, je suis sûr que ça a amené honnêtement, c'est le public, plein de belles choses, tu vois, au ciné. Et voilà quoi. Oui, c'est sûr, on a tapé ce qu'on récolte. Ce qui est Oui, il avait été question d'un Indiana Jones avec Chris Pratt, si je ne m'abuse. Donc. Et tu vois, même un bon exemple, c'est alors ils ont pas tous claqué, mais les James Bond, tu vois, genre ça c'est un bon exemple d'arriver à faire enfin, je pense, tu vois, sur Indiana Jones, le personnage vraiment fictif est tellement fort que en fait tu peux lui mettre un autre acteur, ça marchera pas. Que ça marchera pas. Je suis assez d'accord. Ça marchera pas. Mais tu là parce que Indiana Jones, c'est Harrison Ford. Mais laisse-moi finir parce que là on n'a pas fini. Mais mec, on n'a pas fini. Mec, au début, James Bond, c'était Sean Connery et rien d'autre. Et ils ont réussi à faire. Alors il y a eu une transition qui était un peu border, mais enfin à l'époque, franchement, de Bon baiser de Russie, tu demandais à quelqu'un qui est James Bond, c'était Sean Connery, tu vois. Alors et là, idem pour là je veux dire avec James Bond, la logique est pas la même. Parce que Indiana Jones, c'est un nom propre, on sait le personnage. 007, c'est un matricule. Non, c'est James Bond, le mec. Ouais, mais potentiellement, ça pourrait être un nom de code. Ouais, mais là, c'est un architecte, enfin, c'est un narcologue, potentiellement. Si tu fais des méchants, mais c'est un narcologue, potentiellement, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, c'est, sur ce genre de personnage, t'as pas besoin enfin, ça dépasse l'acteur, en fait. Je trouve que mais c'est plus Indiana Jones, James Bond, ils ont réussi à faire. Tu l'auras chez Marvel Studios dans 10 ans, ils referont du Iron Man et, enfin, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont rebooter Iron Man et t'auras quelqu'un d'autre que Robert Downey Jr. Tu vois. Ils transmettent déjà les personnages. Hein. Il va y avoir un nouveau Captain, Captain America, nouveau Thor, parce que ça sera Nathalie Portman et on va voilà. Nathalie Portman qui fait Thor. Ouais, mais ça existe déjà dans les comics. On fait tout ça. De toute façon, les trucs, c'est pas des. C'est inépuisable. Sauf que moi qui lis beaucoup de comics, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, les personnages Legacy,
C'est ça qui s'appelle, c'est Legacy. Alors, Legacy, c'est quoi? Ouais, enfin, c'est juste la notion d'héritage en fait, de transmettre une identité d'un personnage, d'un super-héros à un autre personnage. Au bout d'un moment, dans les comics, ça finit par disparaître. Et moi, j'aime cette tendance. Et DC Comics le fait bien, par exemple. Même si Batman est redevenu Bruce Wayne, mais pendant un moment, c'était Dick Grayson. Ouais. Parce qu'il y a un public, et c'est pour ça que je dis que c'est le public le problème. Il y a des vieux cons, en fait. Les mêmes qui disent que les comics c'est pas politique alors que c'est l'origine des comics. Comme dans les jeux vidéo. Qui viennent te dire que Thor, c'est pas Jane Foster, quoi. Et Captain America, c'est pas Sam Wilson, c'est Steve Rogers. Ce qui fait qu'il y a des tentatives, mais au bout d'un moment, on revient au personnage. Toute cette woke culture de mes couilles. Et comme James Bond ne peut pas être joué par Idris Elba parce qu'il est black. Alors qu'il ferait un putain de Ils James le font Bond. un jour, j'espère. Ouais, il faut espérer, mais pour Idris Elba, c'est mort. Mais putain, il faut déjà, ils font une que... 007 black. Moi, j'attends de voir. Ah, mais il serait fantastique. Je veux voir les gens rager. Ouais, moi aussi. Super actrice en plus, hein, sans déconner, une super actrice. Question que je voulais vous poser en fait par rapport à Rogue One, c'est l'histoire, le scénario, comment il est détaillé. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à ce développement de scénario, les constructions de personnages? Alors moi, pour avoir aimé le film, c'est le premier aspect. Moi, je trouve que l'histoire est plutôt pas mal construite, bien amenée. Enfin, tout s'imbrique de manière extrêmement correcte et extrêmement logique. Les personnages sont pas dégueulasses et moi ça me fait vraiment penser à des westerns en fait. Et même les premiers plans qui sont mi-Kurosawa, mi-Sergio Leone sur la planète où on retrouve Galen Erso, il y a un petit côté il était une fois dans l'Ouest. Avec la gamine, avec le genre de il va se passer un truc. Ouais. Mais Par contre, le seul problème c'est qu'il se gare ultra loin quand même. Et ce qui sert à rien. C'est pour l'effet dramatique. Non, mais c'était des places handicapées, il avait pas le droit. C'est ça. C'est payant en plus autour du. Non, mais c'est chiant. Ces planètes-là, tu sais pas où tu peux te garer. Je trouve que l'histoire se tient vachement bien. Et que même s'il y a quelques personnages, la bromance entre l'aveugle et son second qui est le black, qui le protège en permanence, est pas ultra bien construite et on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là. Moi je sais. Toi tu sais. Je sais pourquoi ils sont là. Parce qu'il y a des connards qui veulent voir des Star Wars, tu vois. Quand ils voient Star Wars, ils veulent de la force, ils veulent de plein de trucs. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont mis ça en fait. Mais parce qu'en vrai ils servent à rien et l'histoire peut très bien pu se faire sans. Star Wars, il est largement supérieur à l'épisode 1, 2 et 3. Oui, non, ça c'est sûr. Il est largement supérieur aux deux qui viennent de sortir. Oh là 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 là. Ouais, je sais. J'avais peur. Il l'a dit. Je suis d'accord. Et pour moi, il est vraiment entre un western à la Léon et un film de guerre, mais genre Samuel Fuller, genre Les 12 salopards, La Grande Évasion, ce genre de film-là. Et il est intéressant dans ce sens-là parce qu'il reprend une mythologie qui n'est pas celle de Star Wars, mais qui est celle du cinéma américain des années 60. Et pour là, moi, il est intéressant. Pour moi, il est aux 12 salopards parce que le Joker est un film de Scorsese, quoi. Il essaye de pomper des trucs sans réussir à le faire, en fait. Ouais. Oui, alors je suis presque d'accord. Ouais, effectivement. Il pompe bien. Il pompe bien. Il a quelques échecs. Il a quelques scènes qui sont largement pompées à du Apocalypse Now ou même à des séries à la con comme L'Enfer du Devoir, notamment les scènes finales sur la plage qu'on décriait tout à l'heure. Mais il essaye. Et il essaye de réinventer un truc que la saga Star Wars avait perdu, à savoir une originalité, un souffle un peu épique que l'épisode 4, 5, 6 donnait. Mais il essaye de raccrocher les wagons sur un truc qui est pas évident, où Lucas s'est vautré lamentablement sur le 1, 2, 3. Il redonne un espèce une patine. Et non pas une patine, mais une patine qui n'existait plus sur le 1, 2, 3 et même sur le réveil de la force. Je suis pas totalement d'accord. Pour moi, Gareth Edwards a essayé. Par contre, Disney a pas essayé du tout. Disney a fait une coquille, a essayé de faire un simili, ce que tu dis. Sauf que tu vois bien que Gareth Edwards, il a voulu faire ça. Ils ont trouvé que c'était chiant. Ils ont dit, on va le refaire. D'ailleurs, c'est là où je me posais la question, c'est pourquoi ils ont pris Gareth Edwards, parce qu'ils ont vu Godzilla, ce qu'il en a fait. Godzilla, c'est le film en fait où il montre très peu de Godzilla. Ouais, il y a quasiment que des trucs à l'échelle. En fait, c'est toujours à l'échelle humaine en fait. Et je me demande, ils ont dit, parce que l'intrigue humaine est nulle, c'est un peu ça qui est chiant, quoi. Ouais. Bah ouais, mais là, ça aurait bien marché dans Star Wars, on est d'accord? Ouais, clairement, ouais.
L'intrigue humaine est pas mal. Il y a même pas de ce qu'il en reste en fait, oui. Mais je parle de Godzilla, je parle pas de. Ouais, non mais j'entendais bien. Moi, j'aime bien cette espèce de non-histoire, de non-romance entre Jyn Erso et Caspian. Putain, ils ont des noms à la con, par contre. Ouais, merci. Sauf la bromance entre les deux là, mais qui est pas terrible. Mais même le droïde est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. Le droïde, c'est le best perso. C'est le meilleur perso du. Ouais, non, c'est best. T'as vu comment il me rabaisse? C'est quand même Jyn le meilleur perso, mais. Sauf les lèvres. Parce qu'elle. Mais non, mais arrête, ils sont botoxés. Elle est pas botoxée. Si. Moi, je le trouve vraiment bien construit et je trouve que c'est un film à l'ancienne et pour le coup, ça a un peu de gueule, quoi. Et c'est un plaisir que j'avais pas pris depuis un petit moment avec un Star Wars, quoi. Et après, pour avoir vu Han Solo, qui est aussi un spin-off de la même, bon, bah, tu fais, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir avec Rogue One et ben, c'était pas terrible, hein, Han Solo. Non, c'est vraiment de la merde. Bah ça, on y parlera peut-être un jour. Et pourtant, c'est un vrai cinéaste hollywoodien dans la tradition hollywoodienne, donc il aurait pu en faire un truc bien. Ron Howard, il a fait Backdraft, qui est pas si dégueulasse que ça. Apollo 13, c'est plutôt bien. Ouais, Splash, c'est bien. Voilà, mais Han Solo, là il était plus dans le rôle de Yes Man, mais ça après ce serait une autre histoire. Pour Rogue One, je trouve que c'est vraiment un film à l'ancienne et il y a vraiment des beaux plans, il y a vraiment des trucs un peu chiadés. Je suis d'accord que il y a beaucoup, c'est celui qui a le plus de beaux plans pour moi des dernières années. Par contre, dans l'exploitation de ce qu'il pourrait dire, moi je l'ai trouvé super frustrant en salle, je l'accepte un peu mieux maintenant parce que connaissant ses défauts, j'arrive à passer outre. Même si j'ai toujours du mal avec le troisième acte dont on reparlera tout à l'heure. Par contre, c'est un film qui est censé parler de résistance et il l'aborde très peu par rapport à ce qu'il pourrait aborder. L'histoire de Saw Gerrera est amputée par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Toutes les tergiversations de la résistance sur Yavin 4, tu vois que c'est super artificiel et que en fait l'intégration de Jyn n'était pas censée être tu le vois avec les trailers qui ont disparu, le high rebelle de la bande-annonce, tu vois, il est pas là parce que la façon dont il est intégré, c'est pas la même. Et c'est pareil avec la partie film de guerre de la fin où ça aurait dû être, il aurait dû y avoir une progression, il aurait dû y avoir une logique quelque part. Là, il y a deux groupes qui se séparent et il y en a, ils vont mourir dans leur coin, mais ils servent vulgairement rien, quoi. Ouais. Juste à faire passer du réseau, en fait. Ouais. Et c'est super artificiel, hein, la façon de justifier avec leur petit levier, là, ce qui est le cas dans les 12 salopards, hein. Les groupes sont séparés, il y a un groupe qui sert strictement à rien qui est dans le château et il y a le groupe qui s'occupe de tout le reste qui est à l'extérieur du château. L'idée c'est pas con, c'est vrai qu'au départ normalement ça aurait été une progression en fait de stratégie, quoi, un petit peu, quoi. En fait, je crois aussi qu'il y a un truc j'avais vu une vidéo de je ne sais plus qui, je ne sais plus où. Oh putain. Dis-moi pas que c'est du Randall. C'est moi qui le dis. Il va dire c'est du Randall. Si c'est du Randall, je te jette ma canette. C'est peut-être du Randall. Et il disait un truc qui était quand même pas mal. Il fait une série Star Wars Rebels. Voilà, c'est ça. Ou que dedans, en fait, ils disent tout ce que ils disent pas dans le film. Mais en fait, c'est juste parce que le Disney est assez fan des. Enfin, j'ai remarqué qu'ils sont quand même assez fans des univers, tu vois, genre MCU, Star Wars Universe, voilà. Et en fait, pour eux, ils partent du principe que en fait, t'as tout vu de ce qu'ils ont fait avant sur le sujet. Pas exactement et du coup, ça. De canon. En vrai, Saw Gerrera, moi je y connais rien parce que j'ai pas vu la série. Saw Gerrera. Voilà, bah lui en fait racine de Sogo. Bah en fait lui il va faire Michel Delpech là. Mais non, mais c'est juste ils ont des noms chelous, je suis d'accord. C'est juste que en fait lui il est développé dans cette série et si t'as vu la série, bah ça te fait juste un clin d'œil et encore une fois, c'est un clin d'œil pour les vieux réacs fans de Star Wars. Alors, déjà, t'es un peu dur sur les vieux réacs fans de Star Wars. Non, mais attends, je t'emmerde. Je suis fan, j'étais fan de Star Wars avant le rachat Disney. Je tiens à le dire, voilà. J'ai connu Before. Moi, je considère que c'est des gens comme toi qui sont cons dans ce cas-là, tu vois. Peut-être. Espèce de vieux réac. C'est marrant cette table en octogone. Non, mais en plus, ils font pas exactement ça sur l'univers partagé. Ils mettent des clins d'œil qui sont là pour, ça, si t'as vu la série à côté, ça t'apporte quelque chose. Mais t'es pas obligé de le voir, quoi. Et Saw Gerrera, il a un rôle dans le film quand même. Il a un rôle défini et c'est le Jean-Luc Mélenchon, je sais pas.
c'est montrer qu'il y a une partie de la résistance qui est dans le terrorisme en fait, clairement dans l'action. Ils sont pas en accord, ils sont pas d'accord en fait dans comment faire. Et qu'il y a des tensions internes avec la résistance, il y a scission dans ce côté-là quoi. Autant les autres ils se réunissent sur Yavin 4, ils discutent même s'ils sont pas d'accord. Et là il y a tout le côté politique de la résistance qui ça me frustre un peu parce que c'est juste abordé mais c'est quand même vite exploité. C'est compréhensible parce que moi je l'avais compris comme ça. Je l'avais compris avec 3 phrases que c'était un extrémiste et qu'il s'en était éloigné parce qu'il était too much quoi. Bah techniquement ils ont pas besoin d'en dire plus pour le film. Pour la compréhension du film, t'avais pas besoin de développer plus ce personnage. C'est pas mélangeant. Pour mais tu sens que ça a été un peu coupé quoi. Ouais, peut-être. Il était censé être plus développé que ça. C'est possible. Et en plus c'est quand même tu peux difficilement, enfin, c'est difficilement justifiable de dire que lui, ses actions, c'est trop extrême pour eux, alors qu'à côté, on a Cassian Andor, sa première scène, il va buter un mec qui est là qui fait partie de la résistance et qui est là pour l'aider, juste pour pouvoir s'enfuir en gardant ses secrets, tu vois. Donc, et ils vont dire, vas-y, bute ce mec-là, parce que il est important pour l'Empire. Ils ont des actions qui sont pas claires de leur côté, mais il y a quand même 2 poids 2 mesures dans la gestion de cette résistance. Pour moi, il y a moyen de développer un peu plus ça. Et c'était assez frustrant. C'est ce qu'il dit aussi quand il réunit tous les pilotes ou les soldats pour les embarquer sur Scarif. Il dit on a fait des trucs, des choses pas très nettes au nom de la résistance et il est hors de question qu'on continue pas en fait. Il est hors de question qu'on abandonne le combat. Et c'est là-dedans que les personnages sont plutôt bien écrits par rapport à l'environnement cinématographique du moment quoi. Mais ils sont écrits en groupe mais pas en détail. Quand tu les prends en détail après c'est Jyn Erso effectivement elle est pas ultra développée. Pour moi ça reste quand même le meilleur personnage dans le sens où celle qui amène l'espoir en fait. Oui, mais celle qui est l'étincelle d'espoir sur laquelle la rébellion il est pas méga écrit, elle a pas des tonnes de choses à défendre non plus, elle a pas dans son rôle quoi. Je pense que ça a été cuté. Ouais, ça a été cuté. Ouais. Son histoire étant liée à Saw en plus, ça a dû être cuté. Mais Mads Mikkelsen qui joue Galen Erso, il est génial. Enfin, moi je le trouve très très bon. Mais il est très bon tout le temps. Déjà, c'est un putain d'acteur. Il y a un truc qui me tue par rapport à ça d'ailleurs. C'est pourquoi est-ce qu'il apparaît aussi peu? Parce que tu mets Mads Mikkelsen dans un rôle comme ça pour qu'il apparaisse 5 minutes à l'écran. Marlon Brando dans Superman. Il apparaît très peu. Ouais, mais en plus, Matt Mikkelsen, quand il apparaît, il joue très très bien. J'adore la scène de l'hologramme, justement, quand il dit justement, enfin, pourquoi l'étoile, comment on appelle ça, le point faible de l'étoile noire, en fait. Toute cette scène, elle est vraiment bien, et puis il joue extrêmement bien, mais je pense aussi, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas développé plus. Parce que, en fait, finalement, l'histoire, comment je l'analyse, c'est en gros la fille qui répare la connerie de son père, quoi. Un peu l'idée du truc, quoi. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le père n'est pas présent, quoi. Quand elle dit clairement j'aime à penser qu'il est mort, il y a cette émancipation d'elle par rapport à lui il travaille pour l'Empire, je préfère me dire qu'au final il est mort parce que c'est mieux comme ça quoi. Après il travaille pour l'Empire un peu malgré lui quand même quoi. Oui voilà. Ouais. Oui, mais c'est le lien de tous les films qu'on a fait depuis le début de la saison. Oui, effectivement. La présence du père ou son absence. Ou ses conneries. En fait, c'est tout feu tout flamme. En fait, c'est c'est retour vers le turfu universe. Ouais. Le pater familias. Après, je pense que c'est un peu compliqué si tu grattes trop de te concentrer sur Galen Erso dans son implication dans l'Étoile Noire. Rien que du fait que dans l'épisode 3, Lucas s'est insisté pour mettre une étoile noire à la fin. Depuis le début, il y a cette étoile noire qui est en construction. Comment tu raccordes le fait qu'elle elle a été en construction pendant 20 ou 30 ans et qu'en fait, au milieu, t'as des mecs qui ont été super importants sur le projet, qui a eu la vision du truc au début, tu sais. Mais surtout, moi, ce qui aurait été plutôt intéressant de savoir, c'est pourquoi il a voulu construire une étoile noire comme ça, en fait, au début. Non, parce que avant que ce soit accaparé, en fait. Dans le 3, en fait, il la pose là en foreshadowing de la suite, tu vois. Enfin, c'est plus du foreshadowing puisque tu as vu le 4 déjà. Mais je pense qu'il avait pas prévu de développer le truc, hein, clairement. Non, puis même Dark Vador la désavoue un peu l'étoile noire dans Rogue One. Il fait votre truc là qui nous a un peu qui nous fait perdre du temps, qui nous fait perdre du temps, qui nous coûte du blé. C'est le projet gouvernemental qui traîne quoi. Non, ça sent la réforme des retraites. C'est ça. Alors on avait un petit peu évoqué en off ce fameux est-ce que entre les plans des trailers, il y en a aucun qui sont quasiment dans le film finalement. C'est le première bande annonce d'avril
qui montrait un film vraiment où tu sentais que c'était la guerre, la vraie, et que finalement on se retrouve avec un Ocean 11 un peu pété. On est obligé. C'est dur pour Ocean. Franchement, c'est un Ocean 11 en très pété, moi je dirais même. Non. Ouais. Ah putain, vous êtes dur quand même. Ça manque de tension, et puis en fait la tension, elle est un peu, enfin je trouve qu'elle est un peu niquée, parce qu'on l'a dit, il y a le côté des deux groupes là, qui se séparent. En fait, on n'a pas une vraie bataille épique en fait. On a juste une embrouille. Non mais voilà, la seule embrouille, la seule guerre qu'il y a, c'est les mecs qui sont au parking et les autres gars dans le ciel qui attaquent pour essayer d'ouvrir la porte pour avoir les données quoi. Mais moi après je trouve la bataille spatiale hyper bien. Oui, l'arrivée des X-Wing, tout ça c'est cool. Par contre, la bataille au sol, il y a plein de troopers partout, alors qu'au final, t'as un groupe de mecs qui a embarqué quand même, ils ont embarqué un peu de monde. 12. Mais tu sens pas, là, en fait, ça se répand pas, quoi. Ça se répand pas. Alors, ils essayent de cheater un peu en disant, ouais, ils attaquent là-bas, alors que c'est pas faux. Mais ça marche pas. Et ce que je disais tout à l'heure, enfin, tu fous un coup de bombardement, c'est réglé ton problème. Et derrière, t'as plus que l'infiltration de 3 persos, dont un robot qui se fait fumer. Ouais, mais ils donnent une explication quand même, parce qu'ils disent il faut qu'on fasse péter plusieurs points en même temps pour faire croire qu'on est vraiment nombreux. En fait. La scène justement, quand ils posent le vaisseau cargo sur Scarif, où ils prennent les costumes du Troopers et du commandant du coin, c'est exactement la même scène que dans la Grande Vadrouille quand ils piquent les fringues des soldats allemands, ils les font passer par le trou du vaisseau, comme Bourvil et De Funès font passer les Allemands par les égouts. C'est absolument la même chose, comme quoi un truc peut marcher d'un film à l'autre. Putain, mais ils ont pompé le plan, quoi. Ils ont pompé la Grande Vadrouille. De nouveau la Grande Vadrouille, c'est pareil. Hein. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Alors, ce mois-ci, les mecs, c'est Noël. J'ai décidé de rien branler. Mais je vais quand même vous faire un quiz d'utilité publique sur Star Wars, parce que ce que j'aime le plus dans cette franchise, ce sont les fans de Star Wars. Aujourd'hui, pour vous, c'est gratos. C'est vraiment une communauté avec qui tu peux discuter posément, sans souci, sans prise de ils sont dans l'accompagnement, ils sont vraiment des gens tip top quoi. Vous voyez, la commune Star Wars, c'est un peu comme la commune des fans de métal, hein. C'est une grande famille quoi. Bon, ça va, on sent un peu le mépris là. Je vais pouvoir bosser chez Binge, c'est cool. Première question sur les fans de Star Wars. Quelle actrice s'est fait harceler par une micro-portion de fans sur les réseaux sociaux car son personnage n'était pas apprécié, faisait trop intégration forcée de la part de Disney? C'est la nana du 8, là. L'asiatique. La nana du 8, ouais, elle a un nom. L'asiatique avec Finn. Elle a un nom? Oui, l'asiatique, oh, ça va. L'asiatique avec Finn. Putain, je l'ai perdu. Ah merde. Kelly Maritran, qui s'est barrée en fait d'Instagram tellement qu'elle se faisait harcelé. On continue sur le cas Star Wars 8, Les Derniers Jedi, avec le réalisateur Rian Johnson qui a servi de punching ball aux fans sur Twitter et sur les internets. Certains fans ont tellement haï le film qu'ils ont ouvert une pétition pour demander à Disney de retirer le film de la saga Star Wars. Mais d'autres génies, 100 000 signatures quand même, hein. Mais d'autres génies ont décidé de pousser le bouchon encore plus loin. Devinez ce qu'ils ont voulu faire. Retirer la saga Star Wars. Retirer Disney de la saga Star Wars. Mettre des hobbits à la place. Ils voulaient retourner le film. Ah oui. Si tu sens la fatigue. Je voudrais qu'on retourne l'entièreté de la prélogie et les 3 derniers films qui vont sortir. On est 100 000 à avoir signé, alors. C'est vrai que pendant le tournage, il a eu une campagne de Russes qui ont envoyé plein de tweets pour lui demander de pas tuer Hux parce qu'il kiffait Hux. Le général Hux. Ah merde. Ouais, mais c'est ouf. En plus, Rian Johnson, ce qu'il disait, c'est que sur le scénario à couteau tiré, il s'est inspiré justement de son cas de Star Wars 8 en fait. Et on l'entend un petit peu. Il y a un petit clin d'œil que vous verrez quand vous regarderez à couteau tiré. Troisième question. On remonte en 99 à la sortie de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Le film a fait un énorme carton à l'époque et parallèlement une énorme déception pour une partie de ceux qui l'attendaient de pied ferme. Une telle déception que certains ont décidé de littéralement pourrir la vie d'un des acteurs, mais lequel? Jack Lloyd. Ouais. Non, Jacques Lloyd, lui, il s'est pourri, il s'est fait pourrir à l'école. tout seul. Mais il y en a un autre qui a pris cher.
Jar Jar Binks. Anakin. Ahmed Best. Ahmed, L'acteur qui jouait Jar Jar Binks, ouais. Il a même fait une tentative. Enfin, il était à 2 doigts de se suicider aussi, lui. À un moment donné, il a repris une raison, quoi. Il s'est dit, bon, en fait, finalement. Si je devenais Eddie Murphy. Pas moi, si je devenais Eddie Murphy. Non, bah, je déconne. Mais ouais, enfin, il a réussi à se faire la dernière bonne raison. C'était déjà con à l'époque. Ben ouais, même même dans les balbutiements d'internet, on avait quand même des bons gros cons. Dernière question, et là, celle-là, je l'aime bien, elle est drôle. Un podcasteur américain s'est fait suspendre son compte Twitter suite à une phrase qu'il a écrite, un tweet lié à une production Star Wars. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit? Un truc sur les Ewoks. Non. Non, il a dit une phrase. En plus, un truc sur Princess Leia. Non. Enfin, il a marqué quelque chose sur Twitter et il s'est fait suspendre son compte pendant 24 heures. Ok, Troopers. Mickey en t'encule, un truc comme ça. Non. Non, je vais pas vous dire quelle production Star Wars parce que ça va être trop. Je vais pas vous dire quelle production Star Wars, sinon ça va être trop évident. Un jeu vidéo. Non, mais c'est Battlefront. C'est assez récent. Et le 8 Fallen Order. Non. Avec le jeu vidéo qui est de la merde au passage. Le 9 Non, ce qui paraît bien. Dis-moi. C'est sur le 9 Non, c'est pas sur le 9. Sur The Mandalorian. Je suis bloqué. Sur The Mandalorian. Le bébé Yoda. Il a souhaité la mort de Baby Yoda. Oh. Il est trop mignon, bébé Yoda. Et c'est un super mème, bébé Yoda. Ah mais sur les mèmes qui sortent de Bébé Yoda, plein de peluches bébé Yoda. Malheureusement, sont moins mignons que le. Sa gueule. Mais c'est vrai que le bébé Yoda, c'est depuis la fin du premier épisode. Parce que je commence à regarder The Mandalorian, je suis arrivé au 3e épisode, moi. Mais comment? Grâce à ton cousin américain. Oh, mon cousin américain, bien entendu. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que Baby Yoda, il ajoute vraiment le côté, je sais pas, c'est un peu le Daxter dans Jack et Dexter. Alors The Mandalorian, ça se passe après la chute de l'Empire. Du coup, après le retour du Jedi. Et en fait, il est envoyé. Enfin, il y a un Mandalorien qui est chasseur de primes, qui est envoyé pour tuer une cible, et au final, c'est Baby Yoda. Pourquoi Yoda est bébé du coup Mais en fait, il fait partie de l'espèce de Yoda, mais comme ils ont pas de nom, de facto, c'est devenu Baby Yoda. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. 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 Alors, le verdict aujourd'hui, donc on va noter Star Wars Rogue One. On rappelle du classement. Pezzo, quel est le premier du classement? Pulp Fiction. Le deuxième, tu t'en souviens? Le deuxième, c'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Et le troisième? Seigneur des Anneaux. Tout Phase Anneaux, Space Odyssey. Ouais, effectivement. Et le quatrième, Seigneur des Anneaux. Non, quelle honte. Le quatrième, c'est Fight Club. Ah oui, c'est vrai. Cinquième, Seigneur des Anneaux. Cinquième, c'est Seigneur des Anneaux. Et les 5 derniers, ça remonte. Les 5 derniers sont Star Wars épisode 1, Le Bonheur est dans le pré, Daylight, Star Wars épisode 3 et La Passion du Christ. Et Star Wars épisode 3, donc c'était le dernier Star Wars qu'on a fait, donc c'était l'année dernière avec Giga Music, qui n'ont pas été tendres non plus sur le film. Ah, c'était super drôle. On a parlé des robots et tout. C'était un bon moment. Là, Rogue One, on va essayer de déterminer à peu près où il va se trouver dans le classement. Pezzo, moi, combien tu mettrais sur 10 à Rogue One? J'ai mis quoi à 7,5, 8? Juste pour me souvenir. District 9, Jurassic Park, et 7, t'as mis Starship Trooper. Oh merde. T'as mis 7 à The Game aussi de David Fincher. Ah ouais, 7, c'est bien. Quoi? 7, c'est bien? Okay. Tu places The Game et Rogue One sur la même ligne, toi? Je sais pas si je reviendrai. Putain, tu sais pas quelle note je vais donner. Attends, je vais voir la note que je vais donner. Pareil. Tu vas voir le film qui sera à peu près dans les mêmes eaux. Moi, Camping. Mon but est de faire descendre Pulp Fiction, moi, mais. Quoi? J'aime pas Pulp Fiction. Ah, c'est bien que t'étais pas. Je vais vraiment pas revenir. Ouais, non, là. Moi aussi, je vais pas revenir. Ouais, moi, d'ailleurs, moi aussi, je me casse. Vas-y, on se casse. Bon, allez, couper tout, merde. C'était la dernière émission. Merci. Merci, au revoir. C'est pas plus simple de virer David? Ah bah si. Pezzo, pourquoi tu mets 7 à Rogue One? Parce que je passais un moment à peu près similaire que devant Starship Trooper et The Game, quoi. non, mais grosso modo, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est un bon film popcorn. Voilà, tu mates ça, t'es bien. T'as de l'action, c'est cool. Je trouve que l'aspect un peu Suicide Squad, et pas le film, mais le vrai truc, c'est bien retranscrit, tu vois, genre c'est vraiment t'as vraiment la sensation que c'est une vraie mission suicide. C'est très bien, moi je trouve, c'est assez cool. Un peu moins de Star Wars, ça aurait été encore mieux.
Mais du coup, voilà. Franchement, la statue du Jedi couché là sur Jeddah. Oh, c'est Obi-Wan. Non, mais ça, c'est pas Obi-Wan. Arrête avec ça. Pourquoi non, mais ça va. Mais c'est juste que ça va trop, tu vois. Super ressemblant. En fait, il y aurait que ça va, mais il y en a tout le temps. C'est les clins d'œil qui te font chier, toi, en fait. Bah, oui et non, parce que du petit clin d'œil par-ci par-là, il parle du sabre laser noir à un moment donné, c'est dans l'univers étendu. Ça va, c'est pas mal, tu vois. Mais on parlait du mec justement de l'aveugle et tout, ça c'est too much, quoi. Genre il a rien à voir avec l'aveugle. Et franchement, et c'est vraiment pour faire plaisir à la communauté. La blague où ils lui mettent un sac sur la tête. Oui, Are you kidding me? Mais voilà, tu vois, c'est très clairement c'est ça qui te rend le film encore moins cohérent, c'est qu'on te rajoute des trucs pour dire vous avez vu, on pense à vous, tu vois. Et il y en a trop, en fait. C'est qu'il y en ait un petit peu, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop, quoi. C'était plutôt plus. Emmanuel. Sur 10. Vas-y. Franchement, lâche tout. J'aurais envie d'être méchant. Mais non, sois pas méchant. Passe pas du côté obscur. Non, de facto, je mettrais 5, tu vois, parce que je trouve, en fait, le film moyen. Il y a des bonnes idées qui sont contrées par des très mauvaises idées. Et une très mauvaise mise en scène. Enfin, pas totalement mauvaise, mais bon. Mais, allez, je vais mettre 6 pour Felicity Jones. Ok. Le point Felicity Jones. Moi, j'aurais mis pour Matt Mikkelsen, mais oui, très bien. Ouais. Okay. Et Ben Mendelsohn aussi. Ah ouais, alors oui, ok, d'accord. Je préfère Ben Mendelsohn à Matt Mikkelsen dans le film, personnellement, mais. Ok, non, mais c'est ton choix, Manuel. C'est ton choix. David. Putain, je vais faire mon JB, en fait. Parce que j'ai vraiment tellement envie de faire tomber Pulp Fiction de cette espèce de piédestal. T'as pas mais tu vas mettre un 10 là. Je mets 3. Trop tard. Tu peux mettre un 10, hein. Non. Enfin, voilà, avec le recul que j'ai sur les films que j'ai vu depuis que je suis là, et même Daylight que j'ai vu quand même, parce que je pensais être là, sauf Tout feu tout flamme, mais bon là c'était perso et bref. Celui-là je le trouve bien construit. Je suis d'accord. Bien réalisé. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse en fait. Il y a des plans assez beaux, il y a une espèce d'esthétique très Kurosawa sur le premier plan, Léon, tout ça. Enfin tout ce que j'ai dit en fait tout à l'heure. Mais moi je le collerais bien à 8 quoi. À 8. Ouais. Je suis impatient d'être dans 6 ans pour vous entendre parler de 8. Il n'y a pas de mauvaise note, les gars. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note. Je suis le seul à mettre une bonne note 8, je pense. Et franchement, je me suis... Les enjeux dramatiques sont plus intéressants que dans Tron. Voilà, c'est plus intéressant que Daylight. C'est mieux joué. C'est Mads Mikkelsen, je le trouve dingo. Enfin, vraiment, je le trouve... Il est bien tout le temps. Et Ben Mendelsohn, sauf sa mort, que je trouve un peu naze. Enfin, genre, je prends une balle, je me réveille, oh merde, putain, ça va péter. Ça fait partie des reshoots, tout ça, je pense. J'aurais dû partir. Mais bon, voilà. Mais c'est, le film est plutôt bien construit. Peut-être la scène sur la plage qui ressemble un peu à Battlefront 2, quoi. Qui est un peu autant sur Battlefront, c'est rigolo. À la base, c'est devait être le troisième acte, voilà. Tout le troisième. Mais j'aime bien son côté old school en fait, qui a envie de se rapprocher des films des années 60 et qui a pas forcément envie de faire que du fan service. Tu peux débarquer dans l'histoire sans plus ou moins rien connaître de Star Wars. T'arrives quand même à capter les enjeux, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, 8, ouais. 8. Et vous avez même du bol, j'ai failli me dire 9. Oh putain. Mais là, c'est vraiment 8, mais c'est pas 8 juste avec ce que t'as vu, hein, c'est vraiment 8 en global de ce que tu penses du cinéma, en fait. Hein. Là, c'est 8 par rapport à ce que j'ai vu, pas de ce que je pense du cinéma en global. Il y a d'autres films qui sont largement supérieurs à ça. Il y a notamment. Mais ils tiennent dans 2 points, a priori. Hein, ouais, voilà, ouais. En dessous, il y en a beaucoup, tout le reste, mais c'est vrai, ils tiennent dans 2 points. Non, mais tout le reste, voilà, il était une fois en Amérique qui est à 10, il y a le parrain qui est à 10. Je suis d'accord. Tout flamme, il y a 8. Tout flamme, il a mis 8. J'avais mis 8 à tout flamme. Il est où dans le classement, Mulholland Drive? Il est très bas parce que il y a que des connards qui s'en battent les couilles, à part moi et Luc. Il est 14e. Du coup, je mets 9 alors. Hein? Si j'avais mis 8 à tout flamme, je mets 9, hein. Il nous fait un syndrome du 2001. On vient de me dire que j'avais pas le droit de changer ma note. Ouais, mais je l'avais pas encore posé de manière définitive. Bah, moi non plus. Bah, si.
J'ai mis 3. C'est votre dernier mot? Bon, 9. 9, ok. Scandale. C'est une heure. Scandale sur le plateau. JB. Moi, je vais mettre 10. Non, Merci, JB. Le mec cherche la merde. On aura plus d'invités après. Je te pose pas la question par rapport à camping. Oui, voilà, c'est bon, c'était ça y est, on arrive en 2020. C'était la blague, maintenant, voilà. Non, je vais mettre 6,5. Il y avait des demi? Ils mettent des demi maintenant, ouais. Oh, putain, mais 5,5 alors, moi. Enfin, si j'ai le droit, je mets 5,5. Bon, allez, on lui a je mets 9,5. Mais 8,5. Mais 8,5. À ce moment-là, je mets 7, alors. Je reste à 9. Non, 6,5 parce que j'ai bien aimé. Je me suis pas trop ennuyé. C'était divertissant. Moi, toutes les particularités de scénario, trucs comme ça que vous avez relevé, moi, ça a glissé sur moi de manière totalement limpide. Comme de l'eau bénite sur un barbour. Voilà. Non, j'ai trouvé ça sympa. Moi, contrairement à peu près l'intégralité de l'humanité, je préfère la prélogie. Donc comme ça, mais c'est parce que c'est ma petite, comme je disais, ma petite Madeleine de Proust, hein, parce que j'ai vu quand j'étais petit au cinéma. Des derniers, oui, c'est celui que je préfère, clairement. Des derniers. Donc donc 6,5, c'est bien. 6,5. Parfait. Vivien. Comment dire? Moi, je dirais que je lui mettrais, 4,5. 4,5. Hein? 4,5, ouais. Pourquoi? Là, on parle. En fait, j'ai vraiment l'impression devant ce film de voir un espèce de truc qui se contredit H24, en fait. Il passe son temps, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est le principe du fait qu'il y ait deux mecs qui aient bossé dessus, quoi, et qu'il y ait eu des reshots de plein de trucs. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait deux façons de voir les choses, je sais pas, et ça m'a gêné. Puis bon, ceux qui ont vu le film avec moi savent que, disons que j'ai loupé certaines parties, parce que, j'étais, T'es en train de dormir sur Jeff Goldblum. qu'on prenne, avec un pénis dessiné, sur son visage. Effectivement. La première partie est chiante, à mourir. Je rejoins David sur le truc. Ok, bon, niveau scénar, ça peut être un peu long. Par contre, niveau plan, t'en prends plein la gueule. T'as plein de super beaux plans, tu vois. Oui. Et pour le coup, ça peut être un peu contemplatif et ça justifie. Et c'est justement ça qui est intéressant sur un Star Wars, c'est que c'est le premier Star Wars. Tous les plans que tu vois, genre ras la pelouse là, tu sais, genre à moitié, tu sais. C'est pas les mêmes films. Ça. Mais non, mais je vois ce qu'il veut dire. T'auras du sol, tu vois juste les brins d'herbe, tu sais, sous le vent et tout, et tu vois les gens se rapprocher, ça fait vraiment duel de cow-boy, tu vois, genre c'est ou de sabre presque finalement. Ouais, et avec des flingues, parce que la femme meurt comme meurt la femme dans Il était une fois dans l'Ouest, parce que Henry Fonda bute toute la famille. Enfin, il y a vraiment un côté western, quoi. Après, les premiers Star Wars, par contre, ils démarrent pas par 10 minutes où il se passe pas grand chose. Tu trouves que c'est un film bien parce qu'il y a d'autres films, quoi? Non. Je trouve. Ah si, c'est bien, c'est comme dans ce film. Alors, je trouve qu'il y a une volonté d'édification des plus jeunes, et de les amener à une autre forme de cinéma. Et là-dedans, c'est intéressant. De vieux. Ouais, certainement. Oui, mais si les plus jeunes peuvent, par le vecteur de Star Wars, aller vers du Léon ou du Gavras ou même du Rivette ou du Truffaut, tant mieux, quoi. Si ça peut les amener à une autre forme de cinéma, moi je suis super content. Si ça peut les amener à Coppola avec Le Parrain, ouais, youpi, si tu veux, regarde des Suicide Squad et tout ça, et le fait d'avoir ce genre de film, ça peut leur faire leur claque de putain, c'est plus beau que ce que j'ai l'habitude de voir. Un discours de vie en étant jeune. Non, attends, j'ai le plus jeune de mes enfants qui aime Star Wars, qui aime Le Seigneur des Anneaux. Il a que 10 ans. Il a voulu voir Les Dents de la Mer et Alien. Il a surkiffé Alien. Et pourtant, Alien est un film ultra contemplatif. Mais il y a des plans de dingo et il se passe pas forcément grand chose et ça le change de tous ces films plein ta gueule où il y a un plan par seconde, genre Fast and Furious ou autre, et d'un seul coup il était face à du vrai. Ouais, mais d'un seul coup il était face à du vrai cinéma. Ouais, voilà. Quand tu vois la créature pour la première fois, c'est quand même quelque chose, quoi. Tu sais, il en parle pendant, ouais, voilà. Tu peux pas comparer Rogue One. Non, je compare pas Rogue One à du Ridley Scott. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement. C'est quand même mieux que les derniers Ridley Scott. Oui.
En même temps. Ouais. Mais si ça peut les amener, tu vois, par ce vecteur-là, si ça peut les ouvrir à une autre forme de cinéma. Moi, franchement, si un de mes gamins peut passer d'un western actuel, puisque je leur ai montré Les 7 mercenaires version Denzel Washington, à l'ancien, au film des années 60, et à Yojimbo de Kurosawa, c'est cool, quoi. Si tu veux, le concept, c'est un peu comme le gamin qui découvre Pokémon et grâce à ça découvre le RPG et va dans d'autres trucs, tu vois. Genre, et c'est ce qu'on fait là. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait là par le biais du podcast. Hein. Pokémon, c'est un bon RPG qui t'emmène vers des RPG. Rogue One, c'est un mauvais film qui t'emmène vers mais un mauvais film peut t'amener à de bons films. Non, mais je rebondissais juste sur la. Tu vois, c'est. Bref, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je voulais mettre 4,5. Bref, fermez vos gueules, j'ai raison. C'est ça. Non, mais voilà. Et il a raison parce que c'est son moment de note. Alors, moi, je vais mettre une note aussi également. Le truc, c'est que la première fois que je l'ai vu, je l'avais détesté. Deuxième fois que je l'ai vu, je l'avais détesté. N'importe quoi. Première fois que tu l'avais vu, t'avais kiffé, mec. Non, pas trop. Mais si on avait parlé, on avait tous les deux trouvé que c'était super stylé. Grave. Je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens bien, ouais. J'arrivais ici, t'étais un fou. Je me souviens, ouais. Mais non, mais je m'en souviens bien. Et on est arrivé, il dormait, hein. Non, mais je m'en souviens bien. Il y a encore 2 semaines, quand on a dit on va faire Rogue One, tu fais ouais, c'est trop cool et tout, je le kiffe bien et tout. Et c'est depuis que t'as revu le Blu-ray que t'es passé en mode vieux. En fait, c'est un film, en fait, qui est un peu décevant dans le sens où tu t'attendais à mieux. Et c'est ce que tu as, le résultat final. Où t'es là, ouais. Moi, j'étais outré, moi, par, la première fois que je l'ai vu, j'étais outré par Katuso. J'étais outré parce que je pensais, putain, ça va être le Jar Jar Binks de l'histoire, tu vois. Ça va être le kick rigolo de merde. Et, j'avais plein de trucs, plein de détails comme ça qui m'avaient bien saoulé. L'ajout du Jedi, enfin, du prêtre Jedi qui fait, The Force is with me, and, ouais, voilà. I am one with the Force. Ouais, c'était Nawak. En VF, c'est l'enfer. Ah ouais, je pense très sincèrement. Mais après, en fait, le film est sauvé quand même par. Moi, j'avais noté que la direction artistique, était plutôt pas mal. La production design aussi, c'était. Il y a des bonnes idées visuelles en fait, et des bonnes idées au niveau des décors. Les explosions, je les trouve là quand ils font péter les planètes au fur et à mesure. Tu sais, ça fait une espèce de jeu à moitié parce qu'ils sont en train de se sauver là dans la planète de Jeddah, je crois. Ils surfent dessus à moitié, ouais. Même le robot avec sa vanne fait il y a plus d'horizon les gars, là, je commence un peu à merder là. Cette vanne là elle est pas, enfin il y a des vannes qui font bouche quand même. Et mais après c'est vrai que ce qui est décevant c'est que en fait déjà le film est baisé de base dans le sens où ça raconte en fait ce qui est résumé, ce qu'on disait au début du 4 en fait sur un carton, donc forcément dans le temps de ce qu'il va raconter c'est très limité. Et je pense que le plan au début, comme on avait expliqué un petit peu, ça a été plus dans le sens où ça va être un film dans la résistance, montrer un peu les failles de la résistance tout en faisant un espèce de plan de dernier espoir pour récupérer les plans pour aider la résistance en fait. Mais en fait, on se retrouve avec un film à la fin qui se veut tragique, mais sans qu'on ait eu le temps de connaître les personnages. Et je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, on voit rien. Et moi, je mettrais 5,5. Rogue One, Star Wars Story à 6,33 sur 10. C'est bien. Il arrive. C'est correct. Alors là où ça me rend triste parce que putain, ça me fait chier. Il arrive 14e. Il est juste au-dessus de Mulholland Drive. Ça fait plaisir, ça. Tout ça parce qu'il y avait des connards qui avaient pas aimé. Attends, vous savez que pour Mulholland Drive, je vais vous refaire le point. Alors il y avait, moi j'avais mis 8, Pezzo avait mis 10, Vivien 6, et les 3 autres qui avaient vu le film avec nous, ils en avaient mis 4. Ils ont pas compris. Hein. Ils ont pas. Il y avait Louis. Ils n'ont pas cherché à comprendre. C'est ça le truc. Ils ont pas cherché à comprendre et ils étaient déjà un peu hermétiques. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont descendu le film. C'est pour ça que Mulholland Drive est si bas, parce que ça aurait été nous, en fait. Il aurait été dans le top 10 facilement, quoi. Et ils se retrouvent, donc Rogue One, en fait, se retrouve 14e. Donc il y a Mulholland Drive 15e. Et juste au-dessus de Rogue One, il y a un film de braquage qui s'appelle L'Inconnu de Las Vegas. Et bien tant mieux, il est à sa place au-dessus de Rogue One. Qui est, lui, à L'Inconnu de Las Vegas, qui est 13e avec 6,6, je crois. Que je trouve quand même moins distrayant. Mais mieux. Il y a Frank Sinatra quand même. Donc, déjà, il y a Dean Martin. Mais mieux, mais moins distrayant. Rogue One 14e. Donc, vous pouvez proposer vos films, bien sûr, sur hervéturfu@gmail.com ou Twitter ou Instagram, Retour vers le Turfu. Mettez bien des films de merde ou des bons films, comme vous le voulez. De toute façon, vous savez, chez RVLT, généralement, les films de merde sont les mieux notés et les bons films sont généralement bien descendus. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était.
Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. J'avais demandé donc à nos auditeurs et auditrices de donner des avis sur le film Rogue One Star Wars Story et c'est plutôt pas mal en fait, les gens ont plutôt adoré. Il y a Pierre qui roule sur Twitter qui dit que c'est le meilleur film Star Wars de l'ère Disney jusqu'à présent. D'accord. Je suis d'accord. Rappelle-moi de le bloquer. Je crois qu'il a Je te donne son l'adresse. Ouais, j'ai bien son son tweet. arrobase, ouais. Son adresse perso. Déjà, je vais aller le pourrir. Ensuite, je le bloque. Le mec qui a pas de tolérance. Et moi, je le follow, je le follow. Je vais le hacker. Moi, je le follow direct. Ouais, moi aussi, je Moi like aussi. aussi. hein. Alors attention, là Stéphane Fanguin qui nous dit sur Twitter, généralement qu'on n'est pas d'accord avec lui, hein. Rogue One est pour moi ce qui est arrivé de mieux à cette saga depuis longtemps. Il est à la fois différent et totalement raccord dans l'histoire. En un film, Gareth Edwards a réussi à me faire aimer de nouveaux personnages ainsi que de superbes scènes d'action dignes des meilleurs films de guerre. Bien sûr, la scène finale est vraiment exceptionnelle où pour une fois on peut vraiment voir toute la puissance de Vador. Sur ce, merci à vous et bonne continuation. J'ai rarement vu un avis qui est exactement l'opposé du mien. Ouais, c'est ça. Et bah, d'habitude, c'est toujours nous, pareil. c'est Elle est toujours toujours- en exact opposé avec lui. Et là, c'est la seule fois où les autres sont pas en exact opposé avec lui. Ouais. Vous vous rendez compte de votre erreur du coup? Ouais, je pense qu'ils se rendent compte de leur erreur. Vous vous rendez compte que Déjà à parce cause de vous, c'est la première fois qu'on est Non, mais d'accord moi, avec il est, les moi, il est parce toujours que- d'accord avec moi. Hein. Moi déjà parce que j'étais d'accord. Peut-être que tu te remets un D'ailleurs, je suis Stéphane Fanguin. Ouais, du coup, je suis moi. Bah, c'est moi en C'est fait. Fantomas. Ouais. Alors, on a Woody du podcast Capsule Pod qui nous dit: alors pour le coup, j'ai l'impression d'être un peu tout seul à avoir trouvé le film assez moyen. C'est rigolo, il y a des pilotes rebelles à moustache comme dans les années 70 et une jolie planète tropicale, mais je trouve que le cast, ça fait tellement Team B, les recalés du casting. L'héroïne est sympa, mais je l'ai déjà oublié son nom, et les Shaolin de la Force, je les trouve pas crédibles. Le charisme est complètement absent, à part peut-être le droïde. J'aime bien la fin, cela dit, même si ça me fait ni chaud ni froid, j'avais aucune empathie pour les persos. Mais best scène de Dark Vador ever. J'ai rarement vu un avis qui est aussi collé au mien. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'est tout et son contraire. C'est ouf, il a Sauf résumé sur la Jim, pensée mais- en 30 secondes. Ouais, c'est un bon film, mais... Ouais, non, mais c'est tout et son contraire. C'est j'aime bien, mais j'aime pas, mais j'aime bien, Ouais, mais mais c'est un j'aime peu, pas. c'est un peu Rogue One. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'effet Rogue One, un peu comme le 8. Le 8 c'est beaucoup plus clivant, mais le Rogue One, je sais pas, c'est un Ouais, peu chaud. Quoi. parce qu'il y a tellement de bien et de pas bien en même temps dans ce film que bah t'as plein de trucs que tu peux aimer et plein de trucs que tu peux pas aimer. Ça fait du moyen. Une vergence Ouais, dans c'est la ça, force, bah oui. peut-être. Alors qu'au moins Solo a l'avantage de réunir les gens. Oui, c'est de la merde. Pour dire c'est de la merde. On fédère. Et puis c'est gênant en plus. Ça, c'est l'avantage Non de la seul- prélogie aussi, hein, Non, sur non Star Wars seulement- 2. Solo, c'est de la merde, mais en plus, c'est gênant. Il y a vraiment des scènes Prélogie, ultra c'est trop gênantes, quoi. Entre Lando Calrissian, ils l'ont sali, quoi. Lando Calrissian qui est amoureux de son robot et qui limite couche avec. Enfin, il y a un Tu vas te truc calmer, très, c'est très le meilleur bizarre. personnage du film. Bah, putain, c'est dire les autres, hein. Et il y a Daenerys. Bah, Merde. déjà, la pourrie Terminator. Elle n'a pas la carrière qu'elle mérite, peut-être. Non. Ah non, c'est qu'elle mérite pas. Ou le talent. Elle mérite pas grand chose. C'est peut-être le talent qui lui manque, hein, finalement. Possible. Bon, on va arrêter le Emilia Clarke bashing. Ah ouais, on va l'arrêter, ouais. Tout de suite. Sa carrière maintenant, s'il vous plaît. D'accord. À partir donc du 12 décembre 2019, on déclare la fin de la carrière d'Emilia Clarke. Ouais. On peut dire ça. Ok, ok, c'est signé. Interdit, c'est interdit. J'envoie ça. J'envoie ça à son agent. Ours Martin sur Twitter. Salut la team. Concernant Rogue One, je dirais que c'est une espèce de parenthèse enchantée dans les Star Wars Made in Disney. Loin de moi l'idée de les trouver complètement nuls. Il mais on bosse pour les dirait... cahiers du cinéma ou pas? Pas loin. Mais on dirait surtout qu'ils sont faits pour une génération bien plus jeune que moi. Et cela n'est pas le cas avec Rogue One qui propose une histoire beaucoup plus adulte. De plus, l'avantage d'un film unique qui ne prépare pas de suite, recentre l'intrigue et concentre l'action tout en étant bien intégré esthétiquement et narrativement à la timeline. Il prépare pas de suite si ce n'est l'épisode 4 qui commence 5 minutes après. Alors pas besoin de se bouffer les origin story de tous les personnages, on les prend tels quels et quand ils sont bien écrits comme ici, on prend plaisir à imaginer leur background, un peu comme avec Han Solo, sa part de mystère est si cool et badass qu'il ne viendra à personne l'idée de faire un film sur ses origines. C'est vrai, c'est con. Wait, on me dit que Solo n'était pas juste un mauvais rêve. Ensuite, pour finir, je dirais que Rogue One m'a surtout plu car il m'a replongé dans l'univers étendu de Star Wars comme les anciens grands jeux LucasArts. Aussi bien écrits que des films ainsi que les livres et comics. Pour paraphraser un certain Luke, Rogue One m'a montré que Disney avait encore du bon en lui. Jusqu'à ce que je vois la sombre merde qu'est Solo. Ça serait pas mal d'avoir un film sur les origines de Luke Skywalker, non? Ah ouais? Ouais, ça serait pas mal, ouais. C'est vrai, ça? Je me demande d'où il Eh, vient. Pourquoi ils y ont pas C'est quoi pensé? une trilogie sur la Genesis, sur la genèse de Dark Vador? Carrément. bien, Ah mais putain, grave. le pied, quoi. Ouais, putain. Ah, faut qu'on Mais un appelle truc Disney. bien fait, tu vois? Oh, j'ai une meilleure idée. Une trilogie sur la genèse de Jar Jar Binks. Ah putain, j'ai la sortir. Quelle bonne idée. Ça s'appelle le flic de Beverly Hills. Pour finir le courrier des Durandos, bien sûr, Arthur Froment.
Bien sûr, il le faut. Rogue One, là je vais faire un court résumé car je ne suis pas un aficionados de la saga. Je préfère Star Trek ou la série The Expanse qui reste pour moi un véritable bijou de maîtrise de l'univers, bien plus que ce qu'entreprend Star Wars post la menace fantomètre. Et c'est suite aussi indispensable que l'armoire normande avec un rabais de 40% net d'impôts. Et ce film alors, bien qu'il combine le meilleur trajet des bons divertissements des années 80-90, il emprunte malheureusement une narration découpée en rondelles mais pas trop cuit pour relever la recette sans chercher à vouloir appuyer vers le fanservice. Après, je cède la place à d'autres qui seront mieux capables de synthétiser l'essence même de la saga. Et en attendant un remake du film Battlefield Earth avec Shibé en commandant de la section orbitale de la Scientologie, Harmony Fire Warrior. Des bisous les gens, promis je tâcherai de faire mieux l'an prochain. C'est bon, ça reste sur toi. Et en plus, je suis hyper d'accord avec lui parce que The Expanse, franchement. Tu l'as recommandé, je sais pas combien de fois en fait. Je vais la recommander. Ça va être ma reco encore de ce mois-ci. C'est bientôt la saison 4. Avant de passer aux recommandations, quand même, je voudrais laisser la place à l'invité pour parler de son podcast, Le Coin Pop. Oui. Qu'est-ce que Le Coin Pop? Bah écoute, c'est un podcast sur la culture populaire. Non. Si je te jure. En fait, c'est un podcast que j'ai lancé pour continuer suite à mon départ le départ parisien de Arts, qui est l'ensemble de sites sur lesquels je podcastais avant à Paris. Je l'ai lancé pour continuer à parler des choses que j'aime, donc pas mal de séries télé, pas mal de comics, films aussi, mais ça peut être à peu près n'importe quoi à partir du moment où c'est un truc qui touche la culture populaire, et il y en a pas mal. Ouais. Donc voilà, il y a aucune régularité dans ce que je fais, il y a aucun format établi. C'est juste du plaisir. Ça peut être tout seul, ça peut être avec des potes, ça peut être via Skype. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas dégueulasse, c'est bien monté. Je veux dire, et puis j'ai tendance à m'améliorer en ce moment du fait que j'en sors toutes les semaines, parce que j'ai lancé un spin-off qui s'appelle After Watchmen et qui traite de la série télé Watchmen sur HBO de Damon Lindelof. Du coup, ça fait 8 semaines que j'en fais toutes les semaines, donc le skill montage commence à être acquis, quoi. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Et bientôt, j'en lance un deuxième spin-off qui s'appelle Le Cadran Pop, par Star Trek à mort. Parce que j'ai à peu près passé 1 an à mater tout Star Trek. Et il me reste 150 épisodes sur 750. Holy shit. Ouais, et je conseille moi l'écoute de After Watchmen, parce que moi j'ai adoré la série Watchmen qui a fini dans 2 semaines. La semaine prochaine. Ouais, mais là sur la sortie de l'épisode, je pense que c'est fini la semaine dernière normalement. Mais ouais, c'est un très très bon podcast en tout cas. Et merci encore d'être venu, c'est super cool. Bah, merci à vous pour l'invitation. Big up. Allez, on va passer aux recommandations. Si tu vis en Alaska, tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Retour à la Turfu, c'est pas que les recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Vivien, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? Alors j'en ai 2 rapides. D'abord, si tu, je sais pas comment je vais faire la musique, mais maintenant. Ok. Royal Republic, ce que vous entendez en fond là, donc c'est un de mes groupes préférés de musique, un groupe de rock suédois. C'est assez énergique, c'est après là c'en est une particulière qui est assez récente. Les plus vieux morceaux sont un peu plus punk rock dans l'idée. Je suis allé les voir au concert en octobre. C'était assez dingue. Sur scène c'est des bêtes en fait, surtout le chanteur il s'aime beaucoup. Et il le dit et ses potes se foutent de sa gueule là-dessus. Donc c'est un gros groupe. Enfin c'est vraiment un groupe de potes en fait, ça se sent. Et ils s'entendent trop bien et c'est vraiment trop cool sur scène. Donc voilà, Royal Republic. Il y a tous leurs albums sur Spotify. Allez-y. Hein. Sinon rapidement aussi, je vous recommande un film d'animation qui est sorti récemment sur Netflix pour cette petite période de Noël. Klaus.
Un film donc en gros qui parle du Père Noël un peu, mais qui fait une espèce d'origin story au Père Noël en fait. C'est super marrant comment c'est amené et c'est mignon, c'est beau, et c'est en termes de film d'enfant, tu vois, c'est ce que j'adore en ce moment dans les films d'enfants qui sont bien faits. C'est vraiment, ça te prend pas pour un con, c'est intelligent, touchant, c'est bien fait, les personnages sont assez profonds au final. Donc vraiment voilà, si vous avez 1h30 devant vous et que vous savez pas trop quoi regarder, ou que vous avez vos gosses avec vous et que vous avez envie de leur montrer un dessin animé, bah allez-y, c'est bien animé et c'est un bon film. Lost sur Netflix. Ça marche. Pezzo. Moi j'ai recommandé une série OCS, c'est Irresponsable. Ah yes. Ouais. Il y a la saison 3, enfin moi je commence seulement la saison 1, mais il y a la saison 3 qui sort à peu près actuellement. Qui sort actuellement, ouais. Donc c'est réalisé par Frédéric Rosset, qui a aussi fait 10%. Et apparemment c'est une bonne série, donc j'ai pas vu non plus, mais ouais, j'ai entendu que des bons retours sur cette série. En gros, l'histoire, c'est un adulte trentenaire qui est obligé de retourner vivre chez sa mère pour une certaine raison, et qui se rend compte qu'il est papa et qui va essayer d'assumer son rôle de papa malgré tous les bédos et les parties sur Street Fighter 2. Il est papa d'un gamin de 14 ans quand même. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ah oui. Voilà. Et franchement, c'est un enchaînement de situations assez cocasses. C'est vraiment, je pense, c'est pas la meilleure série du monde, mais par contre, on passe vraiment des moments vraiment drôles devant, et c'est rare de vraiment rigoler devant un film. Au-delà de faire sourire, de vraiment se marrer devant une série. Mais Irresponsable, je la surconseille aussi. Elle est vraiment bien cette série. Ouais. Très top. Je suis sur la saison 3 en ce moment là. Je pleure parce que c'est la dernière saison. Emmanuel. Bah écoute, je vais recommander une série aussi. Alors je recommanderais bien Watchmen, mais j'en ai déjà parlé. Je vous conseille tous de regarder, c'est sur OCS. Mais je vais recommander une série Amazon qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série dont la saison 3 en fait a commencé la semaine dernière. Enfin, a été publiée la semaine dernière puisque c'est du one shot. Qui est une série sur une femme au foyer new-yorkaise des années 50, d'une famille un peu huppée, et qui un peu accidentellement devient comédienne de stand-up. Et c'est une très bonne série, absolument magnifiquement réalisée, et surtout qui joue beaucoup sur l'acting et les dialogues mitraillettes. C'est assez soutenu dans le rythme, mais ça vaut vachement le coup. Alors vous avez probablement entendu parler de la série parce qu'elle a gagné quelques récompenses, quelques Emmy Awards. Là j'ai assez hâte de me lancer dans la saison 3. Faut juste que je motive ma femme à la lancer, puisqu'on a fini la saison 2 il y a pas longtemps, et que moi je suis un peu trop dans Star Trek justement en ce moment. Mais t'avais pas dit aussi que tu faisais Twin Peaks en ce moment aussi? Je regarde Twin Peaks avec elle aussi parce qu'elle l'a jamais vu, et que moi ça me permet de la revoir encore. Mais ouais, et très bientôt, je sais plus si dans 1 ou 2 semaines, mais The Expanse saison 4. Ah bah c'était Marocco, merci. Au revoir JB. Bon bah tant pis. Salut mon pote. Salut mon pote. Dommage. David. Alors un compte Instagram qui s'appelle La Minute Culture, qui parle de peinture de manière ultra décalée, où on apprend plein de choses. Et là par exemple cette semaine c'est sur Jéricho, et c'est toutes les semaines il y a un petit point sur un peintre ou un sculpteur. Ça s'appelle La Minute Culture. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Adapte-moi si tu peux, tant qu'on y est. On fait un petit peu de teasing, voilà, qui parle des adaptations de livres au cinéma, qui est super intéressant, qui est très bien documenté. Et une série aussi, il y a un livre en fait qui s'appelle Is Dark Materials et La Boussole d'or de Philippe Pullman. En fait, oubliez J.K. Rowling, parce que effectivement Harry Potter c'est du page turner, c'est bien écrit, d'accord, mais Philippe Pullman c'est un peu le Proust de la littérature pour enfants ou ados ou jeunes ados. Alors on s'entend sur la littérature adolescente. C'est pas Proust, mais c'est mieux écrit que juste dire, du coup, c'est chiant, quoi. Pas forcément, parce que Proust, c'est super intéressant. Il faut se taper la recherche du temps perdu, c'est pas forcément simple, mais... ça, c'est tous les trips de quarantenaire, ça, on n'est pas encore arrivé. C'est ça. je me suis pas encore lancé dans la série, mais il y a des retours hyper partagés sur la série. Moi, je me suis lancé dans la série, c'est un peu complexe à comprendre. Ça te demande un peu plus d'effort, effectivement, qu'un Harry Potter. Et c'est là peut-être que l'enfant va switcher entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte, où intellectuellement ça va lui demander un petit peu plus d'efforts, et je trouve que c'est plutôt bien de demander un peu d'effort à nos enfants. Voilà. Et il y a un bon casting.
Il y a un bon casting. James McAvoy qui reprend le rôle qui avait été joué par Daniel Craig dans la première version. Il y a Bruce Wilson, Daphne King et Lin-Manuel Miranda, il me semble aussi. Ouais. C'est celle qui jouait X23 dans Logan. Ouais. Et juste pour finir, un jeu que je ne recommanderais pas, mais parce que n'hésitez pas à envoyer des trucs sur Twitter. Le Jedi, le Fallen Order, je me suis retrouvé coincé au bout de 10 minutes. J'en ai plein le cul. C'est ça. Je suis bloqué dans un putain de wagon avec des troopers qui tombent de partout et je n'arrive pas à m'échapper de ce wagon. Voilà. Donc, soyez une solution. Bientôt, on va lancer la chaîne David Gaming. Voilà. Où il va jouer à Fallen Order pendant 60 heures sur le même niveau. Gameplay de 15 000 heures. Aidez-moi, parce que normalement c'était le cadeau de Noël de mon fils et je me suis dit, le jeu est là, je vais le lancer, je vais le tester et voilà. Et ton fils va te mettre une branlée. Ton fils, il va le faire en deux. C'est ça, et je vais être dégoûté. Voilà. JB. Voilà, c'est ça. The Expanse qui sort demain, donc qui est sorti le 13 décembre à l'heure où elle est diffusée. Donc il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Voilà, c'est ça. Il y a 10 jours. Et donc je vous invite à regarder bien sûr les 3 premières saisons si vous ne les avez pas vues et enchaîner sur la 4e. Est-ce qu'il y a The Expansible? C'est bientôt, c'est avec The Rock et Chuck Norris et Jar Jar Binks. Quoi? Oui, c'est que des personnages de trucs de science-fiction, tu vois, nul, un peu nul, tu vois. C'est histoire de me faire péter la gueule. Ryan Reynolds qui joue Green Lantern, tu vois. Ça peut être pas mal. Et pour une fois qu'on peut dire merci à Jeff Bezos pour avoir sauvé The Expanse. C'est quand même fou. Ouais, merci Jeff. C'est la fin de cette émission incroyable. Cette émission bourrée d'engueulades, bourrée de je vais te mettre un croche-patte à la fin de l'émission. Merci David, merci Vivien, merci JB, merci Pezzo et gros big up encore une fois à notre invité Emmanuel Pedon du Coin Papa. Merci d'être venu. Merci. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau film, hervéturfur@gmail.com pour le service après-vente de l'émission, Twitter et Facebook, Instagram pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, retourvoitureflux.com bien sûr pour retrouver toutes les émissions d'RVLT du début de la fin. Partagez un maximum le podcast si ça vous a plu et bisous et cultivez-vous bordel de merde. Allez, ciao. Joyeux Noël et très bonne fête à vous. Et des bonnes fêtes de fin d'année. On nous propose des films, donc on les ajoute sur Excel en fait. Ils sont tous numérotés du coup par le quadrillage quoi. Et après, nous on utilise un générateur de nombres aléatoires, tout simplement. En fait. Alors, et après, quand il dit on, il dit lui. Oui. Oui. Et on voit pas bien ce qu'il fait. En fait. On voit pas trop ce qu'il fait. Non, tout de suite. C'est arrivé une fois, quand j'ai vu, j'étais là, c'était pour Retour vers le futur. Du coup, on était tombé sur le 3 et on. Retour vers le futur. Tu t'es dit, Retour vers le futur, oui. Ouais. Ah oui. Ouais, on s'est dit parce que ceux-là on les garde pour une spéciale quoi. Genre une Retour vers le centième, futur, une cinquantième, on les garde, une cinquantième ou une centième. Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. 50e, Et puis Tron, on est retombé sur c'est bientôt. Tron 50e, c'est 1. bientôt. Alors qu'on avait fait Tout Feu Tout Flamme qui était de la même année, année. on a triché. On a fait 82. l'héritage. Et sinon, quand on tombe sur une série, genre Harry Potter, si on tombe sur le 4, On va on fait Harry Potter 1. C'est ce qu'on a fait avec le Seigneur des Anneaux, par exemple. On est tombé sur les on deux est tours. tombé sur les 2 tours, on a fait la communauté de l'anneau. Alors le but c'est d'être un peu cohérent. C'est quand le même. chiffre entre 1 et 764. C'est le chiffre 65. Ça sent de la début de liste. Ça sent du caractère spécial, ça. Non, il n'y a pas de caractère spécial. Ah ouais bon, si, il y a les chiffres, monsieur. Merde, ce sera pas prof. 65. Attends, c'est ça Non, 64. Ouais, Ça va être un 65. film chiant. Non, 65. Ouais, j'avais dit 65. Bienvenue à Gataka. Ah merde, je l'aime pas ce film, putain. C'est Bienvenue à Bagataka? Non. Gataka En dessous de Bienvenue à Gataka, qu'est-ce qu'il y a comme film qui commence par Bienvenue? Bienvenue chez Ch'ti. Bienvenue Non. chez Ch'ti. Non. Bienvenue chez nous. Ça commence par Bienvenue. Bienvenue à Galette Swinda. Non. Bien. À Zombieland. Si, Bienvenue à j'en ai un. Zombieland. Bienvenue à Zombieland. Il est bien, c'est cool, il est bien. Il est cool. Je suis pas fan. Moi, j'adore. Il a mal vieilli le premier. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu au ciné, moi. Je l'ai vu adolescent au ciné aussi, je pense. Je l'ai vu il y a 2 semaines. Je me rappelle, j'avais bien aimé.
Nice. J'étais bien marré. C'est un temps, je l'ai pas vu. Bienvenue à Zombieland, quoi. Bon. Avec Emma Stone. C'est bien, Zombieland. Bienvenue à Zombieland, de Robin Fletcher avec Emma Stone et Woody Harrelson. Et Bill Murray aussi. Et Jesse Eisenberg. Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray. Regarde, putain, drôle. Mais oui.